Allez, on est parti. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. On est sur aujourd'hui un webinaire qui va porter sur les problématiques de recrutement des différents des profils. L'idée, effectivement, c'est pour nous sur ce partenariat avec le cabinet Up de pouvoir échanger sur ces spécificités qui sont liées à cette partie recrutement dans cette filière d'achat responsable. Voilà, la technique est calée. J'espère que tout le monde voit bien. Euh, je pars là-dessus hein, sur des premiers exemples, moi, qui m'ont marqué justement en reprenant des éléments de la Banque de France sur une étude effectivement de 2023, d'avril 2023, pardon, 2024. Je suis resté un peu malheureusement décalé. C'est qu'on a toujours des difficultés de recrutement. On a une tension effectivement sur le marché un peu complexe on va dire depuis quelques années. On a un marché qui est un peu difficile, en tout cas en termes d'activité. Donc l'idée là-dedans aussi, c'est de pouvoir voir comment on peut bien recruter ce profil qui est un peu spécifique, qui est effectivement celui de l'acheteur à proprement parler. Donc, je suis Benjamin Chevalier, je suis le directeur du cabinet de conseil en achat Améliore, et je vais laisser Flora, qui va intervenir sur cette thématique, nous parler plus particulièrement de son activité et de cette thématique. Ok, très bien. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Je m'appelle Flora Michelucci. Je suis la gérante du cabinet de recrutement UP qui est basé sur Aix-en-Provence. Je suis spécialisée sur le recrutement des fonctions supply chain, donc tout ce qui va être achat, de l'assistant à achat au responsable achat, transport, logistique, administration des ventes. Mes clients sont des TPE, PME et également grands groupes dans le secteur industriel. Donc, on peut retrouver par exemple de l'agroalimentaire, du cosmétique, par exemple. Petite phrase pour terminer sur moi. Ma particularité, c'est que au-delà d'être réactive face aux besoins que l'on me confie, j'arrive à personnaliser et créer une shortlist de 2-3 profils vraiment spécialisés et pointus par rapport aux besoins précis de l'industrie et du contexte du recrutement et des valeurs de l'entreprise. Super. Merci Flora. Petite question au passage, est-ce que ça t'arrive des fois d'être sollicité sur du management de transition ou sur des contrats un peu plus courts, où tu es vraiment spécialisé plutôt sur la partie, on va dire, recrutement à long terme, si on peut s'exprimer comme ça? Oui, je suis plus spécialisée sur le recrutement à long terme et également du RPO, c'est-à-dire que sur certains de mes clients, je suis un prolongement des forces recrutement internalisées en fait. J'ai l'adresse mail, etc. Je fais partie de la culture et du process recrutement, mais vraiment de manière internalisée, où en effet, je fais du recrutement et que j'espère le plus durable et le plus viable. Pour donner un exemple, sur 45 recrutements en 2023, j'ai eu que 3 sorties de PE, donc ce qui est un bon ratio sur le match perso-compétences avec l'entreprise. D'accord, super. Alors écoute, moi je suis aussi en attente de plein d'infos et d'éléments. Je crois que dans un premier temps, que tu avais un peu prévu de nous parler de cette analyse des tendances sur l'année 2024. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe sur le monde du recrutement globalement sur cette thématique achat supply? Est-ce qu'on peut observer des tendances 2024 de recrutement? Déjà, c'est un taux qui est important, 80%. 80%, c'est le nombre de recrutements qui passent via les cabinets de recrutement, donc qui sont externalisés. On a des besoins donc spécifiques. Au niveau des profils, c'est pénurique. Au niveau du sourcing, du coup, ça se fait de manière de plus en plus difficile. Et donc, les entreprises passent plus par des cabinets, dans le sens qu'on va avoir les forces RH qui sont en interne. Et on demande vraiment à être spécialisé pour capter en fait les interlocuteurs, d'être par exemple pour un poste en responsable supply chain, vraiment de parler supply technique pour pouvoir appâter entre guillemets les collaborateurs qui ont beaucoup de sollicitations, les futurs collaborateurs qui ont beaucoup de sollicitations. Donc on va passer par des cabinets. C'était en fait moins de 10% il y a 7 ans. Donc il y a vraiment une modification, un changement par rapport à ça. Donc ça, c'est la première tendance. Et il y a aussi dans les postes en fait stratégiques, donc tout ce qui va être aussi responsable achat, responsable transport, il n'y a pas le temps que les opportunités soient diffusées, qu'elles sont déjà pourvues. Parce qu'en fait, les cabinets connaissent les profils qui pourraient être intéressants. Et du coup, ça se fait comme ça un peu en off-market. Hmm. Donc il y en Tu a veux dire, intérêt de s'approcher. ouais, Oui. je veux dire que globalement, c'est aussi effectivement un profil qui est plutôt pénurique?
Oui, 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 complètement. Tous les profils de la supply sont plutôt des profils pénuriques et on voit peu d'offres responsable supply, demand planner. Ça va plus être vraiment en inter-réseau, en fait, donc en off-market que les opportunités se font. D'accord. Il y a cette première remarque sur les tendances. Il y a aussi le rapport de force qui a vraiment changé entre les collaborateurs et l'entreprise. C'est aux entreprises d'être attrayantes, de proposer des avantages. Quand tu as un échange sur un premier entretien, les collaborateurs vont pas avoir, enfin les candidats vont pas avoir de mal en fait à te demander, OK, la rémunération, il y a quoi? Au niveau du télétravail, est-ce que c'est proposé? Au niveau des avantages, au-delà de la fiche de poste qui est intéressante, qu'est-ce que je peux à retrouver au sein de l'opportunité que vous me proposez. Donc, il y a vraiment un rapport de force. C'est aux entreprises d'être séduisantes. Les profils ont beaucoup plus le choix au niveau des opportunités. Et troisième point, on observe une tendance de mobilité interne par les entreprises. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des compétences qui peuvent se retrouver transversales. On peut, par exemple, proposer un poste en achat à quelqu'un qui faisait de la pro, un poste de demand planner à quelqu'un qui faisait de la pro. Voilà, on va trouver plus de transversalité, plus d'ouverture, en fait, en interne dans l'entreprise pour pallier à la pénurie de profils. D'accord. OK, ça marche. Est-ce qu'il y a des choses particulières, notamment sur, ces années, tu citais effectivement, ce profil un peu pénurique, ce besoin d'être particulièrement attractif. Est-ce qu'il y a, d'autres éléments sur lesquels, globalement, il faut être, particulièrement vigilant? Tu as parlé effectivement, du package d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a, d'autres éléments finalement sur lesquels il faut être un peu plus spécifique ou un peu plus, en tout cas, en vigilance? Il faut être attentif à si on fait une offre de poste, qu'on la publie, qu'elle soit, claire, qu'on comprenne bien les missions, que, la rémunération soit affichée, les autres avantages donc qu'on peut y trouver. Ça, c'est vraiment, quelque chose, qu'il faut davantage soigner. Les valeurs de l'entreprise aussi, il faut être davantage dans la communication, dans le partage, dans la transmission de ces valeurs et que quand les profils viennent en entretien, qu'ils puissent les retrouver. Par exemple, j'ai un client dans Ouais. l'agroalimentaire, il prône en fait des valeurs d'éco-responsabilité, de sourcing responsable, d'économie circulaire. Et quand rien que tu arrives dans le bâtiment, tout le bâtiment a été pensé de manière écologique. Tous Ouais. les matériaux sont respectueux de l'environnement, par exemple. Voilà, il faut que ce soit appliqué, qu'on retrouve que ce ne soit pas juste des choses qui soient prônées comme ça dans le vent, mais qui soient vraiment appliquées. Ouais, donc on est vraiment effectivement derrière sur, quand on a une tendance assez forte, en termes d'attente de RSE, on parle souvent aussi effectivement dans cette tendance de greenwashing, d'une certaine manière, ce qu'on considère, comme, en termes d'attente client, par exemple, fournisseur, on l'a aujourd'hui effectivement en termes de, postulants, en tout cas, salariés et entreprises, avec ce besoin finalement d'être plus du tout dans du greenwashing, mais aussi, de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit quoi, d'une certaine Exactement. manière. Tout à fait, d'incarner ses valeurs, en effet. OK, d'accord, OK, ça marche. Du coup, si on continue un petit peu, on voit que cette tendance, il y a, de plus en plus recours finalement aux cabinets de recrutement, Oui, parce que je pense qu'on a besoin d'être aussi plus précis et de bien connaître finalement aussi son marché et que le oui. cabinet du coup a cet avantage-là, d'être en permanence, finalement au quotidien en contact, des différents interlocuteurs. On voit que le rapport de force finalement a changé, hein, entre les candidats et les recruteurs, que les entreprises doivent être très attractive, et très cohérente finalement aussi avec leur offre et puis qu'on voit aussi apparaître effectivement des mobilités internes, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire Oui. des montées en compétences ou en tout cas aussi une transversalité finalement dans tous ces métiers, de la supply et de l'achat. Donc on a un peu, cette cartographie finalement sur ces tendances 2024 qui vont probablement perdurer en 2025 puisqu'on a parlé de 2024 mais on peut se projeter aussi sur 2025. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est des tendances qui sont ancrées. Voilà, on est au milieu d'année et c'est pour l'instant des choses qui continuent de se projeter. D'accord. Heu, Si on bascule derrière sur un autre niveau, hein, sur, un peu, les compétences, en tout cas les nouveautés, les attentes,
liées à ces candidats, en tout cas des entreprises versus les candidats, ou peut-être l'inverse. Globalement, aujourd'hui, quelles sont les grandes tendances émergentes en termes de compétences essentielles? Les compétences clés essentielles qu'il faut retrouver chez les collaborateurs, il y a plusieurs, il y en a plusieurs. Déjà, on est dans l'ère de la digitalisation. Donc, on a, par exemple, on retrouve des entrepôts qui sont prestés, on a des changements d'ERP. Donc, quelqu'un qui a vécu, par exemple, un changement d'outil ou qui est calé sur le point informatique, ça va être vraiment quelque chose qui est primordial aujourd'hui. L'utilisation d'IA aussi, voilà, ça va avoir une valeur ajoutée. Dans un deuxième point, on a tout ce qui va être compétences en gestion. OK, je sais manager, je sais gérer des équipes, mais je sais maintenant gérer des équipes qui vont être différentes, qui vont être oui, variées, en fait, diversifiées, et je peux les accompagner sur une flexibilité, un monde qui va être en évolution. Il n'y a plus une fiche de poste qui est la même et qui va rester comme ça pendant 30 ans inscrit dans le marbre. Aujourd'hui, on s'adapte en fait au changement, à l'environnement qui fluctifie, l'entreprise qui prend des décisions, qui est plus flexible. Et donc, j'accompagne mes collaborateurs dans ce management évolutif. Voilà, avec plus de flexibilité. On a également des compétences clés en durabilité, on le disait un petit peu tout à l'heure. Donc, tout ce qui va être économie circulaire dans le choix de réduire, réduire les achats, les déchets dans les achats, Ah, le sourcing bien sûr. responsable au niveau des postes en achat, respecter les normes environnementales, au niveau RSE, supply chain, ah oui, avoir cette conscience, même pour les profils, d'être éthique, d'être responsable, d'être authentique. Donc, Ouais. voilà, d'avoir cette poursuite au niveau RSE dans les valeurs et dans la conception du métier. Mm. Dans le transport aussi, avoir des solutions au niveau de l'impact, qu'est-ce qui va être plus intéressant à créer comme circuit, moins polluant. Et ça, c'est pas une compétence, mais c'est un savoir-être, et valoriser à ce jour les profils qui vont être, comme je l'ai dit, authentiques, mais fiables. Je suis allée au bout de mon poste, j'ai compris les enjeux, c'est pas j'ai pris un poste et puis je suis partie sur un autre, et puis je suis partie à un autre au gré des opportunités, mais vraiment, j'ai construit quelque chose, j'ai eu une valeur ajoutée et j'ai transmis. Voilà, je suis allée au bout de mon poste avant d'en changer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va Mm. être recherché. Ça, tu veux dire globalement dans les attentes effectivement des entreprises, à aujourd'hui, il y a plutôt cette image-là finalement un peu du candidat idéal. C'est quelqu'un finalement qui a aussi su gérer. Et c'est quoi? Ça veut dire que derrière, c'est aussi une image, pas de stabilité, mais en tout cas de savoir dans quelle direction on va. Qu'est-ce qu'on va rechercher quand finalement on cherche à creuser ou avoir cette image finalement d'un parcours plutôt pas forcément linéaire, mais en tout cas construit? Oui, c'est ça. C'est pas forcément dans le sens linéaire, c'est construit, réfléchi, et c'est pas je vais au gré du vent des opportunités, parce que aujourd'hui, on demande aux entreprises d'avoir des valeurs, de former, d'accompagner, de donner de l'info pour que les personnes aillent se cultiver, monter en compétences. Et donc, du coup, quand on recrute aujourd'hui, OK, on fait plus de 10 ans dans la même entreprise, mais 2, 3 ans, pourquoi on a pris ce poste, l'expliquer, comment on est parti proprement. Voilà, c'est plutôt des choses en effet qui vont être jaugées et recherchées en entretien. Mmh. Je reviens un petit peu en arrière, sur la partie tu parlais de la digitalisation, sur la recherche, de parcours, ayant, sur des candidats pardon, qui avaient vécu potentiellement, des ERP, ou en tout cas une digitalisation. Est-ce que, à aujourd'hui, tu disais que c'était plutôt effectivement des compétences, recherchées. C'est aussi une tendance assez forte. Est-ce qu'il y a des outils particuliers qui sont recherchés, ou c'est vraiment, finalement, plutôt, le fait de l'avoir vécu et d'avoir compris, les complexités liées à ces processus-là? Est-ce qu'il y a des choses plus particulières, ou c'est vraiment de manière globale?
C'est de l'avoir vécu, d'avoir accompagné une équipe sur ces changements-là. Donc déjà d'avoir fait le chemin dans sa tête et d'avoir accompagné là-dessus. Donc d'anticiper en fait les personnes qui vont être un peu réticentes au changement. Il y a bien sûr le logiciel SAP qui est énormément utilisé en supply. Le fait d'avoir vécu une expérience en entrepôt presté, enfin qui passe de manuel à presté, c'est intéressant aussi. Donc de gérer les SKU, du RFID. Après, il y a vraiment aussi, on retrouve pas mal d'ERP en interne qui sont développés, donc c'est plutôt d'avoir une culture en fait sur les outils informatiques de manière globale. D'accord, ok, ça marche. Sur cette partie compétences en gestion et aussi tu parlais de gestion des équipes, dans ce que j'entends aussi sur cette partie ERP, c'est cette capacité finalement à être un vrai manager de la supply. Alors moi j'ai plutôt, tu sais, dans mon parcours distribution vécu, les logisticiens c'était un peu les bœufs, hein, pour être très honnête, Oui, c'était un peu globalement, et là on constate que finalement le métier monte en compétences et en exigence. On parle de digitalisation, on parle de capacité finalement à gérer des équipes et à faire preuve d'une certaine manière de leadership, oui. très clairement. On parle, et tu parlais effectivement de compétences en termes de durabilité, de compréhension des enjeux RSE. J'en profite pour faire un petit lien sur cette partie supply et achat responsable avec des attentes très fortes aujourd'hui des acteurs sur la décarbonation, hein, un sujet qui nous parle tous aujourd'hui, de réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers la chaîne d'approvisionnement ou la chaîne de flux. Et je reprends souvent cet exemple-là. Quand on fait un bilan carbone d'une organisation, 80% des émissions de gaz à effet de serre des émissions du bilan carbone sont à l'extérieur. Donc, ce qui veut dire que globalement, il y a un enjeu très fort à aujourd'hui quand on veut ou quand une organisation veut travailler effectivement sur cette réduction des émissions de gaz à effet de serre, de travailler finalement sur sa chaîne d'approvisionnement et donc du coup sur comment on identifie, comment on diminue et comment on rend une chaîne plus durable. On a besoin derrière aussi d'avoir des gens effectivement qui ont une certaine conviction parce que porter ce genre de sujet qui n'a pas forcément d'impact immédiat ou des fois qui n'a pas un lien direct en termes d'économie, il faut effectivement avoir bien compris les mécanismes, les enjeux et effectivement être dans cette démarche. Ok. Tout à fait. Tout à fait, hyper intéressant. Et ça veut dire ça globalement, quand tu regardes effectivement, quand tu recherches une candidature, comment un candidat doit aussi exprimer cette vision-là? Est-ce que ça fait partie des compétences clés? Est-ce que ça fait partie, comment on recherche finalement cette compréhension de cette compétence durabilité, comme tu l'as formulé? Est-ce que ça transpire à faire le CV? Est-ce que c'est à travers une lettre de motivation? Comment tu analyses et comment tu vas récupérer cette information? Ça peut être sur le CV avec des mots qui ressortent RSE, économie circulaire, voilà, les mots-clés qui vont ressortir et du coup, on le peaufine en entretien. Ça peut être vu qu'on fait des entretiens développés sur l'ensemble du parcours, la personne, elle va rebondir dessus dans l'explication de son parcours, de ses expériences, de ce qu'elle a mis en place. Donc, on arrive à le déceler là-dessus. Et puis, sinon, ça va être par des questions parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas appliqué de partout. C'est vrai qu'il faut porter et être convaincue. Donc, il y en a des personnes qui le sont, mais des fois qui n'osent pas forcément en parler en fonction de l'industrie sur laquelle elles se présentent pour l'entretien. Donc, à nous, recruteurs, d'aller peaufiner là-dessus. L'aide de motivation, il y en a moins aujourd'hui. Hein. On en fait moins. C'est plus... Qu'est-ce que je te dis? C'est un vieux réflexe, mais oui, on fait moins d'aide de motivation aujourd'hui. D'accord, ça marche. OK pour cette partie compétences. Ce que je te propose, c'est qu'on aborde un sujet aussi, comment les entreprises peuvent rentrer dans ce mode d'acquisition finalement de ces talents. Comment tu travailles et comment finalement il faut travailler cette phase-là, comment acquérir ces talents-là finalement qui sont un peu rares dans ce que j'entends. Oui, pour l'acquisition de talents de manière
efficace et durable, on a des outils d'inbound marketing qu'on va en fait appliquer au recrutement. Donc, ça va être en gros de parler de soi, de mettre en avant l'entreprise, ce qu'elle met en place, encore une fois, d'incarner ses valeurs. On peut faire des vidéos, ça existe maintenant vraiment à l'intérieur de l'entreprise pour voir comment les postes de travail sont faits, faire témoigner les employés par exemple. Ça va être voilà, de se rendre attractif, d'avoir un impact social par exemple sur les communautés locales, de faire partie d'organisations par exemple sportives qui vont être voilà, communiquées. Donc déjà, c'est de se rendre attrayante, sexy, mais d'appliquer vraiment ce qu'on dit parce que vraiment, si les valeurs sont prônées et que ça ne se matérialise pas à l'intérieur de l'entreprise, ça pour le coup, ça fait fuir puissance grand V. Voilà, donc ça déjà, c'est quelque chose qui va permettre d'acquérir des nouveaux talents, donc vraiment de faire venir les talents à soi. Et ensuite, pour le côté périn, ça va être aussi à l'intérieur de régulièrement faire des feedbacks aux collaborateurs, de ne pas attendre une fois par an le bilan de voilà, comment ça se passe, passer ton année, mais régulièrement être dans l'échange. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels on peut s'améliorer, de revaloriser pardon, le salaire parce que des fois, à 1-2 cas, on va perdre un collaborateur alors que si on avait ouvert la porte, on en avait parlé, on va le retenir. Il y a voilà, des programmes. La mobilité interne, ça fait partie aussi de ce qui va être moteur de fidélisation et puis de satisfaction des collaborateurs aussi. Je suis épuisée sur ce poste, il y a une porte qui s'ouvre là-bas, pourquoi pas, je peux postuler. Voilà, marque employeur forte, ça je l'ai dit, les valeurs promues qui soient appliquées, plus de flexibilité aussi, le présentiel à la française d'un poste de 8h30 à 17h et je ne bouge pas de ma chaise, ça c'est un peu moins vrai aujourd'hui. J'ai une flexibilité, j'ai 30 à 45 minutes de battement pour organiser ma journée, j'ai une possibilité de télétravail, mon bureau peut être hybride, c'est ici ou là-bas, voilà, des choses qui font qu'on est en match avec les aspirations, voilà, et le travail en fait. Vraiment que ce soit un consensus positif qui s'applique. Ça va retenir l'étape. Et tu revenais tout à l'heure dans ta présentation, tu disais que tu travaillais autant pour des TPE finalement que des grandes structures. Est-ce que sur des messages, sur des plus petites structures, tu considères que cette notion finalement de inbound marketing, hein, sur le fait effectivement de faire venir à soi, est-ce que ça peut être aussi appliqué sur des petites structures? Oui, complètement. Tu peux avoir le directeur du coup qui va se mettre enfin comment dire, qui va communiquer de manière plus accessible, qui va aller sur des salons, qui va faire parler de lui, ou rien que dans son réseau interne, voilà, ou dans les communautés locales se présenter. Oui, bien sûr, on peut, mais même les petites vidéos dont je parlais, qui commencent à être vraiment en plein boom, de se présenter, de faire passer, on a 1-2 collaborateurs, on fait une petite vidéo, on explique comment on travaille. C'est à la portée de tous, hein, c'est pas forcément des budgets astronomiques, mais même de faire des TikTok, en fait, c'est accessible à tout le monde, c'est gratuit, mais ça permet de connaître l'entreprise, d'envoyer des petits messages, voilà, c'est de se rendre accessible, et oui, de TPE, PME à grand groupe, c'est applicable, tout à fait. Bon, du coup, faut se lancer hein, quand on est une TPE sur TikTok. Bah, Mais c'est vrai que globalement, on sous-estime des fois en termes de communication dans les organisations des réseaux. Et puis, si on veut recruter peut-être des profils un peu plus jeunes ou en tout cas parler à une communauté un peu différente, peut-être qu'effectivement, il faut faire l'effort de changer un peu de mode de communication et de penser que on peut se poser la question de savoir ce qu'on fait sur ce type de plateforme de réseau social, mais c'est peut-être aussi pour s'ouvrir des opportunités de recrutement effectivement dans les temps futurs ou en amont, ou en tout cas en restant finalement dans ce que j'entends aussi attractif et de renvoyer une image qui donne envie finalement de vouloir retrouver une entreprise dans laquelle d'une certaine manière, on se sent déjà à l'aise oui. à travers ce que ça peut effectivement refléter. Même le témoignage, quand je vois effectivement des parties de témoignages salariés, des témoignages employés, est-ce que c'est important ou est-ce que finalement ça peut pas être aussi perçu comme d'une certaine manière, on l'a un peu forcé ou poussé à aller devant la caméra?
Il peut y avoir toujours un peu l'idée, voilà, il a eu une prime parce qu'il s'est présenté lors de la vidéo, mais non, en général, même tu as les avis en fait sur Indeed, on peut Mhm. laisser un avis sur comment s'est passée l'expérience au sein de l'entreprise. Non, non, bah, il peut y avoir beaucoup de sincérité dans les témoignages. C'est pas toujours super bien mis en scène, c'est la personne qui peut se filmer avec les moyens du bord. Enfin voilà, non, voilà, c'est pas forcément du fake. Ça peut aussi être quelqu'un qui est hyper content de témoigner ou de présenter son métier, de dire en quoi il est heureux ici et qu'il a envie d'avoir d'autres collaborateurs parce qu'il a besoin d'autres forces dans sa ligne de production, par exemple. Il y a le chef de production et puis la personne qui est en conducteur de ligne qui, voilà, il manque tous ces effectifs-là entre deux et ils ont envie de parler de comment ils font et puis d'attirer de nouveaux profils pour grandir tous ensemble. Ok, ok, ça marche, ça roule. Est-ce que globalement, pour poursuivre un petit peu ces échanges autour de cette thématique, est-ce que pour toi, on aurait pu d'ailleurs le poser en amont, mais ça me vient maintenant, Oui. est-ce que pour toi, il y a une vraie différence aujourd'hui, quand on parle effectivement aux RH qui nous écoutent, est-ce qu'il y a une vraie différence à aujourd'hui entre un profil, un recrutement de profil supply achat et puis derrière, je ne sais pas, un profil de commerciaux, par exemple? Une vraie différence sur quel point tu veux dire? Alors les profils, on a parlé des spécificités, mais est-ce qu'on aborde un recrutement achat supply de la même manière qu'on aborde un recrutement d'un commercial, par exemple? On va attendre sur les métiers de la supply et des achats que la personne elle ait une compréhension du métier, qu'elle ait un vocabulaire, qu'elle soit technique pour pouvoir parce qu'en fait, ils sont tellement sollicités, les profils, que si tu es pas technique, tu rentres pas dans le vif du sujet, on va te poser 2-3 questions et tu réponds à côté, on perd en fait. Voilà, souvent quand les personnes elles décrochent, elles me disent: «Oui, j'ai 2 minutes pour échanger avec vous» et en fait, bah, tu véhicules ce que l'entreprise elle recherche, tu utilises un vocabulaire technique. «Ah oui, en fait, vous savez de quoi vous parlez, je reste plus longtemps avec vous au téléphone» et voilà, il faut donc oui, ça s'applique davantage à la supply chain et aux achats et aux métiers techniques. Après, les commerciaux, tu peux être technico-commercial et avoir dans une industrie qui est de pointe et du coup, hyper bien être calé sur, je sais pas, la dernière fois, c'était les tuyaux pour l'eau à certaines pressions. Bon, bah, si tu lui parles pas technique, bah, pareil, tu vas pas le capter. Donc, il y a des choses qui peuvent être en synergie sur les différents métiers. Mais le côté technique, je connais mon métier, je sais où sourcer et je sais comment parler, en effet, c'est plus accrocheur. Ok, ça marche. Petite question globalement, là-dedans, combien de temps finalement il faut prévoir pour effectuer un recrutement enfin, combien de temps entre le moment où j'ai un besoin et le moment où tu es en capacité finalement à avoir un candidat? Ça dépend de la réactivité du recruteur, mais chez Up, on a le besoin aujourd'hui, on va tout de suite se mettre au travail. En 2-3 semaines, bon, allez, on a fait déjà les process. En une semaine, on a des profils qualifiés, parce que je fais une shortlist entre 2 et 3 profils Ouais. maximum, comme je le disais. Je reçois un entretien, donc ça prend 1-2 semaines. Il y a la rencontre avec l'entreprise et puis les différents profils et la shortlist. Oui, allez, 1 mois et demi, tout est fait. D'accord, ok, ça marche. Ouais. Ouais, donc, effectivement, ça peut quand même aller relativement vite. Souvent, c'est des profils qui sont, je suppose, assez déjà en poste. Est-ce qu'il faut Voilà. prévoir dans ces cas-là, en règle générale, le temps de quitter l'entreprise dans laquelle ils sont? Oui, tout à fait, et de manière propre. Donc, en général, il y a 3 mois de préavis à gérer. Tout à fait. Oui, oui, oui. Donc, ça veut dire que Donc, ça, il faut potentiellement, ça se l'anticiper. rajoute quand même Oui, globalement sur ça. D'accord. oui, oui, il faut l'anticiper, tout à fait. Ouais. Est-ce que toi, globalement, sur ces recrutements-là, tu as des outils particuliers? Est-ce que tu utilises une méthode ou une technique particulière pour pouvoir réaliser ces missions de recrutement? En outil, je vais avoir les CV Tech, la passation d'annonces, mais j'ai aussi tout mon réseau de candidats que j'entretiens et qui est spécifique à la supply chain et aux achats. Donc voilà, j'ai un sourcing. Et puis, quand tu connais une personne ou une industrie, ben, en fait, c'est assez facile de revenir, de poser des questions, de comprendre où est-ce que tu peux retrouver. Enfin, facile, ça prend du temps, mais donc du coup, on peut retrouver des profils qui peuvent être intéressants. Et après, un process, oui, ben.
je comprends le besoin, je fais le brief avec la personne qui est responsable de ce besoin, le manager opérationnel aussi pour avoir vraiment sa vision du métier, donc pas seulement avec les personnes en ressources humaines, mais aussi l'opérationnel. Une fois que les briefs sont faits, je me mets en recherche. Après, j'établis donc une shortlist une fois que j'ai fait donc, la sélection du profil, premier échange téléphonique, premier entretien en présentiel ou en physique, en présentiel ou à distance en fonction de la logistique, de la géographie. Et puis ensuite, une fois que ces entretiens sont faits, j'organise les entretiens et je suis à chaque étape. Je prépare les entretiens en amont et je fais les feedbacks avec clients et candidats à l'issue. Et puis après, voilà, ça se dessine. Il y a un choix qui est fait et puis voilà. Super. Les étapes. Est-ce que tu avais d'autres choses? Je crois qu'on a fait le tour des principaux points que tu avais abordés. Ouais, super complet. Ouais, moi, je vais en profiter aussi pour faire un peu un lien sur. Alors, je revois mon affichage pour être sûr effectivement qu'on soit tous effectivement sur le même écran. Ouh là là, je suis passé en affichage sale. Je retire cet écran-là, c'est super bizarre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On en repasse en galerie. Ça y est, on y est. Dans l'idée aussi, effectivement, cette idée de webinar. Pour nous, on a effectivement beaucoup de nos clients qui nous sollicitent assez régulièrement pour des recrutements. Alors, soit effectivement, ils sont déjà en phase, mais on vous encourage à passer par un spécialiste de ces recrutements un peu spécifiques pour gagner en temps et en pertinence et en qualité. Hein, tu le disais en intro, globalement, sur le pourcentage finalement d'acteurs qui restent au sein de l'entreprise après cette phase de recrutement. On a aussi des solutions au sein du cabinet, puisque nous, notre métier, c'est de répondre à des points spécifiques. Tu parlais de la durabilité, tu parlais des achats responsables ou de la supply chain. C'est d'apporter une expertise effectivement d'un point précis sur une thématique ou d'arriver en surplus, en tout cas d'amener un point supplémentaire effectivement de ressources dans une temporalité beaucoup plus courte. On a aujourd'hui effectivement des demandes sur de l'accompagnement, par exemple sur la mise en place de normes, de réponses à des labels ou à des attentes effectivement de clients sur la politique d'achat ou sur la décarbonation des achats. Comment effectivement je peux répondre à cette grande tendance actuelle. Et on a effectivement cette démarche un peu complémentaire je recrute effectivement un poste en permanence pour pouvoir proposer et intervenir sur des missions beaucoup plus précises. Et puis aussi, en complément d'un recrutement, pouvoir former les équipes en achat et en supply, en apportant le petit brin de technicité, d'outils ou de compétences qui permet au mieux de pouvoir répondre finalement à la montée en compétences de quelqu'un qui intégrerait effectivement une organisation, puisque nous, on travaille autant effectivement pour les organisations publiques que privées. Il y a plein de ponts d'ailleurs, hein, souvent effectivement à voir. En tout cas, merci. Hein, j'ai passé effectivement quelques questions au fil de l'eau sur cette intervention. On a été ravis effectivement de pouvoir travailler sur ce webinaire avec Flora. On reste à votre disposition. Vous retrouverez effectivement nos contacts à la fin de cette présentation. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup. Merci. Paf. Et voilà. Bon, bah super. Écoute, on a fait une grosse